excusez-moi, c'est ma peur. J'avais besoin de vérifier que derrière moi, il n'y avait pas 2 personnes en blouse blanche, prêtes à intervenir. C'est bon. En fait, j'ai peut-être un problème de légitimité. Cette légitimité qui me suit depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, avec mon projet de devenir intervenante pair. Si vous le permettez, avant que je parle un peu plus de moi, mettons-nous d'accord sur cette notion de légitimité. Légitimité. Reconnaître comme authentique. Cela dépasserait le champ simple de la conformité à la loi, la légalité. Non, c'est la conformité à une morale, à une raison. Alors un comportement, une parole légitime, serait un comportement dans la norme définie par la société. Mon enfance. Je suis née dans une famille de classe moyenne, une famille de sachants. Des savoirs éducatifs, des savoirs religieux, des savoirs politiques, des savoirs culturels. Et au sein de ma maison, il y avait une phrase qui résonnait sans cesse. Cela ne doit pas sortir de ces 4 murs. Et à 6 ans, j'ai compris qu'il ne fallait pas parler. Et à 6 ans, j'ai commencé à m'adapter à ce système familial froid qui ne changerait pas. Et à partir de 6 ans, j'ai commencé à avoir des idées de fin de vie, de suicide. Avant mes 10 ans, je me voyais régulièrement me laisser tomber en haut d'un grand escalier en pierre et j'essayais régulièrement de me tordre le cou sur mon lit. Je ne voulais pas que demain existe. Aujourd'hui, à 40 ans, je témoigne que cette réalité de l'idée suicidaire chez l'enfant existe. Boris Cyrulnik a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet en 2014, à la demande de la ministre de la Jeunesse, pour parler de cette triste réalité du suicide chez les plus jeunes. Une réalité trop souvent niée par la société. Alors moi, j'étais quand même une enfant, comme je vous dis, qui cherchait à s'adapter, à se suradapter. Chez moi, la maison était ultra propre. J'adorais faire le ménage. Et puis, j'étais première de la classe. Je travaillais très très bien. L'enfant modèle. J'essayais de faire rire et de mettre notre famille dans la vie. Mais je me heurtais à un système familial froid, à un père colérique, dominant, incapable de changement, et à une mère qui avait trouvé comme refuge le mensonge. Tous les signes de l'enfant traumatisé étaient là. J'avais des fièvres brutales, inexpliquées, des paralysies des membres. Je loupais l'école très régulièrement, des maux de ventre inexpliqués. Je faisais des épisodes de surmenage, mais rien n'était vu. Au printemps 1995, je perds mon meilleur ami, mon protecteur depuis l'enfance, Denis. Il est mort d'une maladie qui l'aura battu en 5 années. Avant de partir, il nous a dit à nous, ses amis, « Ne m'oubliez pas, riez et parlez de moi. » On n'en parle pas. À l'annonce de sa mort, mon père m'invite à planter des choux. Le travail, pour effacer la souffrance. Et puis on va à l'enterrement, et on n'en parle pas. Au printemps 96, j'avale pendant 2 jours des Lexomil, les uns après les autres. Pour mourir, pour dormir. Je titube, mon père vient me chercher au lycée et on appelle le médecin de famille. Fille, 17 ans, symptômes, perte de poids,
surmenage scolaire, épuisement. Et le diagnostic. Caroline est anorexique. Et la menace qui tombe. Si Caroline n'a pas repris du poids dans 5 jours, on devra la conduire à l'hôpital psychiatrique du département. Je crois que chez vous aussi on disait ça. L'hôpital des fous. C'était mon premier contact avec la psychiatrie. La psychiatrie comme menace. Et par contre, rien du côté de la perte de mon meilleur ami. Rien du côté de cette surdose médicamenteuse que je venais de faire. Et rien de ce que je vivais à l'intérieur de ma famille. Et puis je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà avalé des médicaments comme ça, les uns après les autres. Ben, on n'a pas très faim à ce moment-là. Du coup, moi, j'arrivais pas à manger. Hop. Nouveau symptôme. Refuse de manger. Je donnais des éléments qui légitimaient le diagnostic médical de mon médecin de famille. Par contre, la légitimité de ma souffrance en tant que jeune fille était banalisée. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, je suis une fille qui s'adapte. Alors j'ai continué à être première de la classe, j'ai eu mon bac évidemment, et puis j'ai fait des études supérieures, de belles études supérieures. J'ai même réussi à devenir ingénieur. Une fois mon diplôme acquis, je suis partie dans l'Est de la France. Sans difficulté, j'ai décroché un CDI. Et là, j'ai rencontré Laurence, mon épouse actuelle. Attendez là, je préfère vous arrêter tout de suite là parce que j'entends certains d'entre vous qui commencent. Je viens de dire mon épouse actuelle. Alors je vous arrête parce que mon homosexualité, ou plutôt le fait que je tombe amoureuse d'une femme, n'a été en rien pour moi un chamboulement. Encore moins le symptôme d'un conflit intrapsychique intérieur. Non! Je suis juste tombée amoureuse de Laurence. Comme mon grand-père en 1939 quand il avait vu ma grand-mère et qu'il a mordu dans son savon au lieu de mordre dans son sandwich. C'était merveilleux. Mais comment alors je pouvais rester dans mes techniques de survivance? Comment alors je pouvais légitimement dire à cette femme que je lui promettais un amour pour toute la vie et en même temps m'endormir tous les soirs en pensant que demain je ne serai plus là et que je mettrai fin à mes jours? Alors j'ai décidé, encore une fois, de prendre les choses en main et j'ai pris rendez-vous dans un CMP. Et au bout de quelques séances, ma parole s'est libérée. En tout cas, ce que je pouvais me souvenir et verbaliser. Et là, ma parole s'est libérée. Et la pièce s'est mise à tourner. Et ma parole s'est libérée. Ça a tourné. Mais ça n'a pas trouvé de destination. Qu'est-ce que ça aurait changé à ce moment-là si j'avais eu la bonne écoute sur mon histoire? Alors peut-être que l'enfer de la psychiatrie n'aurait pas commencé pour moi. Été 2005. J'ai 26 ans, 360 jours. Je profite d'une absence de Laurence pour faire une grosse tentative de suicide. SAMU. Réanimation. La presque fin. Et puis la violence de tout ça. Que ça n'ait pas marché. Ça y est, j'ai 27 ans. Je sors de réanimation. Le médecin psychiatre a convoqué mes parents. J'ai 27 ans. Le médecin psychiatre a convoqué mes parents. Mon père est à gauche.
Ma mère est à droite. Et là, devant eux, il leur dit tous les faits incestueux qui s'étaient passés dans ma famille. La réaction automatique de mon père, il se lève, claque à la porte, c'est n'importe quoi! Et la réaction machinale de ma mère, mais vous êtes sûr que c'est pas la faute de Caroline? Et moi, là, en pyjama bleu, sortant de réanimation, je n'y comprends rien. Ma parole s'est libérée et l'hôpital psychiatrique vient de redonner la légitimité de l'autorité parentale à mes parents, alors même que je leur avais parlé de mes traumatismes d'inceste. Je n'y comprends rien. Mais ce n'est pas fini. À peine quelques jours plus tard, mes parents sont reconvoqués par l'interne de ma psychiatre. Mon père ne vient pas 2 fois. Hein. Ma mère, elle, vient, sans doute armée de tous les mensonges qu'elle avait pu inventer dans sa tête. Et là, le médecin psychiatre, nous avons trouvé de quoi souffre Caroline. Caroline souffre d'une maladie qui s'appelle la bipolarité. C'est une maladie à vie. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, il y a un traitement. Aujourd'hui, on peut stabiliser la maladie. Il faudra qu'elle observe bien le traitement, qu'elle apprenne à vivre avec la maladie, qu'elle l'accepte. Et alors, elle pourra vivre. Oh! Je savais bien qu'elle avait une fragilité depuis l'enfance. Je me retrouve donc à l'hôpital psychiatrique à apprendre à vivre avec cette maladie, parmi les autres malades, à apprendre à vivre avec cette maladie qui serait la fragilité depuis mon enfance. C'est Noël. Dans l'unité, une vieille dame, une petite vieille dame, vient d'être hospitalisée. Elle arrive, elle est habillée tout en noir. Et puis, elle a ses chaussons qu'elle range au pied du lit. Et moi, quand je vois ces chaussons, je me dis évasion, papillon. Alors, une fois la prise des médicaments faite, la ronde de nuit terminée, j'enfile les chaussons. Et puis j'enfile les habits noirs de la vieille dame par-dessus mon pyjama bleu. Ils sont trop petits, mais ils sont noirs. Dehors, c'est Noël. Il neige, et moi je m'enfuis. Je soulève le rideau et je m'enfuis. Je passe derrière les bâtiments de l'hôpital psychiatrique et je traverse tout Châlons, à travers champs, à travers la neige. Les habits de la vieille dame sont trop petits, ses chaussons sont trop petits et pas assez chauds, mais je suis dehors. Dehors pour 2 jours. J'arrive à trouver les clés de mon appartement, je rentre chez moi, je prends une douche, et là, le téléphone sonne. Est-ce que vous auriez répondu? Madame Charéron, on va venir vous chercher. Je me retrouve assise sur un lit avec tout le staff médical autour. Et là, on me fait bien comprendre que ce que j'ai fait, ça ne se fait pas. Et qu'il va falloir renfiler le pyjama bleu. Je vais dans le couloir, je fais comprendre que là, moi, vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Vraiment, je comprends pas. Et là, 2 infirmiers me sautent dessus, m'enfilent le pyjama bleu, et on me conduit en chambre d'isolement.
J'ai connu comme ça 12 années d'hospitalisation. Pardon, 12 années de suivi psychiatrique. 6 années d'hospitalisation. Hôpital de jour, temps plein, être hospitalisé le jour, travailler. Être hospitalisé la nuit, travailler le jour. Et puis les traitements, de plus en plus forts, parce que ça ne suffisait jamais. Alors j'observais les traitements, j'observais les thérapies, j'observais tous les rendez-vous. Mais mon état de santé se dégradait. Je pouvais plus travailler, évidemment. Je pouvais plus conduire, mais il paraît que j'avais pas besoin. Et puis, mon corps, 100 kilos, des boutons partout. Je pouvais plus tenir une tasse quand j'allais chez quelqu'un pour boire mon café. La bouche ouverte, les dents abîmées, la peau abîmée. Moralement et physiquement, je n'étais plus une personne, mais une maladie chronique. Pourtant, ma force, elle était toujours là, hein. Toujours là, je la sentais bien. Et c'était peut-être ce qui était le plus dur. Parce que je me disais, c'est pas normal que t'arrives pas à t'en sortir, tu le sens bien que tu peux. Et puis il y avait le regard de mon épouse qui elle aussi était toujours là. Et qui me disait, mais il y a bien quelque chose à faire, c'est pas possible. Alors en 2014, on a trouvé une psychologue spécialisée en EMDR à 2 heures de chez nous. Alors j'ai demandé l'autorisation à l'hôpital du jour de prendre une journée. Et mon épouse a pris une journée de congé. Et on est parti. On a été accueillis dans une grande maison à la campagne, toute vide, dans une salle où il n'y avait que 3 fauteuils. On s'est assis. Et là, une dame d'une 50aine d'années m'a regardée. Et avec sa voix douce, elle m'a dit, « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? En 10 ans, c'était la première fois qu'on me posait cette question. On me demandait pas ce que j'avais, on me demandait ce qui m'était arrivé. Alors j'ai parlé de Laurence, de la maladie psychiatrique, de tout ça. Et elle ne me regardait pas comme une malade. Elle me regardait comme une personne blessée, apeurée, perdue. Et ce nouveau regard a été le début de mon rétablissement. Parce qu'avec ce nouveau regard, j'ai pu regarder ma souffrance. J'ai pu m'en saisir. J'ai pu m'autoriser à l'identifier, à la comprendre. J'ai pu apprendre à me connaître et à me reconnaître. Et puis, vous vous souvenez, je vous ai parlé de mon corps. Vous savez, ce corps qui était malade quand j'étais enfant. Et puis ce corps qui se dégradait avec la maladie, les traitements. Et bien ce corps, au bout d'une énième hospitalisation, en 2015, il se bloque. Je n'élimine plus de suivi, je n'élimine plus de traitement. Mon rétablissement est passé par ma désobéissance. Moi, qui avais été toujours une enfant suradaptée, une adulte suradaptée, scolairement, médicalement, socialement, même dans ma famille. Mon rétablissement passait par ma désobéissance. La désobéissance de mon corps, qui n'en pouvait plus. Et puis mon changement de regard. Ce nouveau regard que je m'autorisais à avoir sur moi et sur ma souffrance. Que je pouvais alors dompter. « 2016, je sors de la psychiatrie. Lors de mon dernier rendez-vous au CMP, avec le 10e médecin psychiatre qui m'est attribué en 12 années,
C'est le dernier rendez-vous? Plus de traitement? Plus de suivi? Il me reconduit à la porte et avec un large sourire, il me dit « Je vous ai guéri ». En 2016, je renais. Je renais, mais avec 2 nouvelles souffrances. La première, je dois mettre à distance les personnes qui m'empêchaient de vivre. Je dois faire le deuil de mes parents. L'immense souffrance. La deuxième souffrance, c'est qu'après 12 années de suivi et surtout de traitement, plus d'une vingtaine de médicaments, j'allais connaître le syndrome de sevrage. 3 ans de syndrome de sevrage. Mon corps se réveille. Je renais. Oh! Mon corps se réveille de son état camisolé. Oh, il a vieilli, Parce que la souffrance psychique, la maladie, ça fait vieillir prématurément. Souvent, je dis à mon épouse le matin, tu peux me donner l'autre corps qui est dans le placard? Alors oui, il est très douloureux. Vraiment très douloureux. Mais aujourd'hui, il vibre. Et aujourd'hui, il vibre et je sens mes émotions. Je sens celles qui me font du bien et celles qui me font du mal. Et du coup, je peux me protéger. Alors il me parle et moi je dis, merci mon corps. Cette renaissance pour notre couple, c'est le début où on s'autorise à vivre. J'ai 38 ans, elle 43, ça fait déjà 13 ans qu'on est ensemble, et enfin on se dit, qu'est-ce qu'on aimerait bien comme vie? Alors, ça serait bien quand même, Caroline, que tu puisses travailler à mi-temps, parce que faut qu'on puisse sécuriser un peu nos revenus. Surtout qu'on a des projets. On veut une maison, rester près de la mer, et puis maintenant on est prête. On veut des enfants. Alors en 2016, on se marie. Et puis, en 2019, on fait la rencontre et on devient maman de 2 magnifiques enfants. En 2020, pendant qu'on était tous enfermés chez nous pendant le Covid, nous, à nous 4, on rentrait dans notre maison, la maison qu'on venait de construire pour notre famille. Alors c'était génial, toute cette vie qui se redonnait le droit d'exister. Par contre, qui se rappelait à nous, sans cesse, tout ça. Ça se rappelle, tout le temps. La stigmatisation à l'emploi, la stigmatisation à la parentalité, la stigmatisation à l'accès au prêt pour être propriétaire, la stigmatisation à l'accès aux soins. Et alors, du coup, quand on a vécu tout ça, on a envie de donner du sens à tout ça. Même si, constamment, on a l'impression de ne pas être légitime. Alors moi, depuis 2016, je fais des recherches. J'écris, je lis, je rencontre des psychiatres, des pédopsychiatres, je rencontre des personnes concernées, j'échange. Et je vois ces notions d'empowerment et de pair-aidance qui commencent à se développer. Parce que moi, j'ai pas envie de m'installer comme professionnel, reprendre des études de psychologue ou d'éducateur. Non, moi, j'ai envie d'être dans le vrai aujourd'hui, dans ce que j'ai en moi, quoi. Je vois cette notion de pair-aidance. Et je me dis oui, à côté des professionnels qui ont ce savoir issu de leur formation, moi, j'ai mon savoir issu de mon vécu. Parce que, assurez-vous, quand on a traversé tout ça, on en a compris des choses sur la vie. Et surtout, on a compris qu'il fallait prendre en compte la personne. Alors je choisis de devenir intervenant pair. Mais comme j'ai quand même besoin un peu de légitimité, parce que j'ai vraiment un gros problème avec tout ça, j'ai besoin d'avoir du feedback. Alors je rencontre Jérôme, je rencontre
Andrea, je rencontre des personnes concernées. Et puis quand même, je viens d'une famille de sachants. Alors, je décide de faire une formation. Mais attention là. Là, je dis attention, je vais 2 fois. Moi, je veux une formation où je peux juste avoir du temps, dans un lieu sécure, avec des gens sécures, pour prendre du recul sur tout ça. Prendre le temps de l'analyser et voir ce que j'ai envie de transmettre et comment je peux le transmettre. Alors j'ai regardé les formations qui se passent en France autour de la paire et danse. Et comme financièrement c'est parfois intéressant les formations, ça commence à bien être. Puis je vois une formation à la Rift d'Angers, intervenant pair. Et ce qui m'intéresse dans cette formation, c'est qu'elle n'a pas été créée ni par des médecins, ni par des éducateurs. Elle a été créée par personnes concernées. Jean-Luc Simon, Jean-François Crézianic. Et là, je me dis, ok, j'y vais. Avec prudence quand même. Alors, ça fait 3 semaines déjà que je suis cette formation. Il me reste encore 3 semaines. Et cette formation, elle me permet de gagner en légitimité. La preuve, je suis là aujourd'hui. Cette formation, c'est pas du tout du savoir descendant. Cette formation, c'est une formation qui m'a permis de prendre du recul, d'arriver à parler devant vous de mon histoire, d'arriver à savoir ce que je voulais transmettre. Et tout ça dans un lieu sécure et un temps. Alors moi, demain, j'ai des questions à vous poser par rapport à cette notion de paire et danse qui se développe. Il va y avoir des lignes de crédit, hein. Il va y avoir des lignes de crédit pour la paire et danse. Et vous allez en faire la demande quand vous allez débloquer des projets. Ces lignes de crédit, est-ce que vous allez les faire pour que demain, des personnes puissent prendre du recul sur leur histoire et venir témoigner, et venir vous apporter un autre regard? C'est un regard qui chamboule, mais en tout cas un regard différent. Ces lignes de crédit, est-ce qu'elles doivent être attribuées parce qu'on a appris à être père aidant, à être intervenant père, ou parce qu'on a vécu des choses et qu'on a pris du recul sur tout ça? Et une autre question que je me pose quand même, c'est maintenant que vous nous écoutez, est-ce que vous demain, dans vos pratiques d'accompagnants sociaux, médicaux, qu'est-ce que ça pourrait changer dans vos pratiques si vous donniez la légitimité à des personnes qui ont un vécu de venir travailler avec vous? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans vos pratiques? Et qu'est-ce que vous avez envie que ça change dans vos pratiques?